Salim. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid le docteur Abdelkader Messadi, ophtalmologiste. Bienvenue, monsieur docteur, au Forum del Moudjahid. Précision, ophtalmologiste, on ne dit plus ophtalmologue? Si, on peut dire ophtalmologiste ou ophtalmologue. D'accord, dans les deux sont valables, tout à fait. D'accord, merci pour cette précision. Donc aujourd'hui, docteur Messadi, on va parler du strabisme et sa complication pour utiliser des termes très très simples. Et avant de commencer, est-ce qu'il est possible de dire c'est quoi au juste le strabisme? Est-ce que c'est dans le jargon usuel, c'est loucher, c'est voir double? C'est vrai, on voit double? Oui, on voit double dans certaines conditions, dans certaines circonstances, mais ce n'est pas tous les strabismes qui voient double, en fait. Le strabisme, c'est quoi? En fait, tout le monde sait ce que c'est que le strabisme. Dans le langage commun, il louche ou les hawla, par exemple, c'est ça. C'est loucher. C'est quand, par exemple, les deux yeux, au lieu d'être parallèles, comme tout le monde, eh ben, il y a un œil qui dévie, c'est-à-dire qui dévie, il ne regarde pas dans la direction droit devant. C'est ça qu'on appelle le strabisme, en fait. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant la définition du strabisme ou le strabisme, parce qu'en fait tout le monde sait ce que c'est qu'un strabisme. Il suffit de dire simplement que ce que nous voyons là, ça s'appelle le strabisme. Mais en réalité, c'est ce qui vient après le strabisme ou ce qui vient avec le strabisme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai intitulé la conférence Strabisme et amblyopie, un couple indissociable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sans l'autre. Et en fait, c'est beaucoup plus cette complication qu'est l'amblyopie qui va être le sujet clé de notre discussion. D'accord, vous avez une projection? Vous avez Oui, il y a une petite. Donc, je vous laisse. On peut y aller? Bien sûr, très bien. Est-ce que... Et c'est les muscles qui font bouger les yeux dans les différentes directions. C'est important à savoir. Pourquoi? Parce que s'il y a un muscle qui est paralysé, par exemple, l'œil va être tiré par le muscle qui est contralatéral, et donc il va dévier. Ou alors si un muscle tire trop, ou moins, ou pas assez. Donc c'est important de savoir qu'il y a des muscles dans l'œil, parce que le strabisme, en fait, il est dû à une action, une hyperaction ou une hypoaction de ces muscles. Et il y a une autre notion qu'on doit quand même connaître, parce que tout ce qu'on va dire après va découler de cette notion-là. Il faut savoir que les yeux, la vision de l'être humain, de l'homme, c'est une vision qui est binoculaire, c'est-à-dire qu'il utilise les deux yeux. En réalité, on se pose une petite question. On a deux yeux et on voit un seul objet. C'est assez curieux quand même. Il faut quand même savoir que les deux yeux, en fait, la vision, c'est un petit peu comme si on utilisait un jargon journalistique, ou voilà, comme les personnes qui sont là, ils utilisent une caméra. En fait, les yeux, c'est quoi? C'est une caméra. C'est une caméra qui perçoit des images avec un câblage. Cette image-là est transmise au niveau d'un centre récepteur, ou plutôt d'un centre d'analyse qu'on appelle le cerveau. Alors, vous avez une image qui est perçue, qui est transmise et qui est analysée dans le cerveau. Ces deux images, donc, provenant des deux yeux, doivent avoir la même qualité. C'est fondamental. Il faut que les deux images qui proviennent des deux yeux soient de même qualité. Et à ce moment-là, le centre d'analyse qui est le cerveau, il va jumeler ces deux images, il va les jumeler pour en faire une seule. Et c'est comme ça qu'on voit un seul objet avec les deux yeux. Bon.
Et pour que donc, les deux yeux, pour qu'on voit l'image, il faut que les deux yeux ils regardent en même temps dans la même direction, le même objet, il faut qu'ils soient alignés. Si par exemple un œil n'est pas aligné par rapport à l'autre, s'il dévie, vous imaginez bien que les points de la rétine qui voient cet objet-là seront différents, ils ne seront pas correspondants. Que va-t-il se passer? Eh bien, la personne voit double. Elle voit double. Alors, chez le tout petit enfant, il y a une faculté d'adaptation extraordinaire chez le petit enfant. Comment va-t-il faire pour que cette vision, comment c'est pour supprimer cette vision? Eh bien, il va simplement prendre une gomme, il va gommer la deuxième image, c'est ce qu'on appelle la neutralisation. Et il lutte contre la vision double en faisant un petit gommage de la petite surface de la rétine qui voit le deuxième objet, et c'est grâce à ça que l'enfant compense la vision. Voilà, donc c'était un peu ce qu'on appelle la correspondance rétinienne, c'est-à-dire que chaque point de l'œil correspond à un autre point de l'autre œil. Et c'est comme ça que nous pouvons voir donc les choses de façon simple et unique. Et on arrive, comme disait Madame Cohen, c'est quoi le strabisme? Le strabisme, c'est très simple à définir, c'est juste une absence de parallélisme entre les deux axes des deux yeux. C'est ainsi que si l'œil droit regarde droit devant, et l'autre œil dévie vers le nez, on va parler de strabisme convergent. Si par contre un œil regarde droit devant et l'autre regarde vers l'avant, il est vers l'avant, on va parler de strabisme divergent. C'est simple, c'est des mots très très simples. On va parler surtout des facteurs de risque de strabisme, ça c'est important. On doit savoir que le strabisme a une origine héréditaire dans 20, parfois jusqu'à 30% des cas. Et c'est pour ça qu'on a des strabismes dans les familles. On connaît des familles de strabiques. Vous voyez, le père est strabique et les enfants, il y en a 3 ou 4 qui sont strabiques. Parce qu'il y a une hérédité dans le strabisme, et ça c'est très important. Le deuxième facteur de risque qui n'est pas négligeable non plus dans le strabisme, c'est les anomalies de vision. Quelqu'un qui a une myopie, qui a une hypermétropie, qui a un astigmatisme, mais surtout quand il y a une différence de vision entre les deux yeux, ce qu'on appelle l'anisométropie. Quand il y a une différence de vision entre les deux yeux, c'est un très très grand facteur de risque de survenue de strabisme et de la complication dont on va parler, c'est l'amblyopie. On parle aussi de prématurité et de petits poids de naissance. Ce sont des facteurs de risque d'apparition de strabisme. Et également des problèmes neurologiques à la naissance. Si bien que quand on a, par exemple, un strabisme, en réalité, chez les tout petits enfants, le strabisme il est souvent convergent. Hein. Mais quand on voit chez les tout petits enfants un strabisme qui est vers l'extérieur de la divergence, ça va nous tirer la sonnette d'alarme qu'il y a peut-être un problème neurologique en dessous. Donc il faut à ce moment-là déclencher une procédure de dépistage de problèmes neurologiques chez le nouveau-né quand le strabisme est divergent à la naissance. Ça c'est important ça. Je vais vous donner quelques chiffres parce que les journalistes ils aiment toujours les chiffres. Il faut savoir que le strabisme, la fréquence du strabisme est de 3 à 5% de la population, ce qui représente tout de même 1,5 million à 2,5 millions de la population. Ce n'est pas négligeable. Donc je disais tout à l'heure que 80% des strabismes sont vers l'intérieur, c'est des strabismes convergents, 10% sont vers l'extérieur, c'est la divergence, et il y a 10% de ce qu'on appelle le microstrabisme, c'est ce qu'on appelle communément dans le langage courant fainétisé. Voilà, c'est ça le microstrabisme, mais qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il induit des complications dans 70% des cas. Hein. Dans 70% des cas, on a une amblyopie à cause de ce microstrabisme. Et il n'est pas très inesthétique, et par contre, il entraîne une grosse complication d'amblyopie. Et parlons justement des conséquences du strabisme, elles sont au nombre de 4. Quand c'est un strabisme qui survient chez les tout petits enfants, la complication fondamentale et essentielle, c'est une altération de la vision du relief. C'est important chez le petit enfant. L'enfant ne va plus pouvoir regarder les choses en 3 dimensions. Et ça, c'est un véritable problème pour un enfant et pour l'adulte de demain, parce que nous verrons pourquoi. Parce que plus tard, il ne pourra pas faire certains métiers. La deuxième complication, et c'est celle-là dont on va
c'est l'amblyopie. L'amblyopie, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, et après je l'expliquerai plus en détail. L'amblyopie, c'est la diminution d'un œil en matière d'acuité visuelle par rapport à l'autre œil. C'est la différence de vision entre un œil qui voit beaucoup moins que le deuxième œil, et c'est ça qu'on définit comme étant de l'amblyopie, mais on va parler un peu plus dans le détail tout à l'heure. La troisième conséquence du strabisme, mais là elle est beaucoup plus chez le grand enfant de l'adulte, c'est la vision double. Pourquoi l'enfant, je disais tout à l'heure, ne voit pas double? Parce qu'il a des mécanismes de compensation. Comme je disais tout à l'heure, il efface une partie de la rétine qui voit double pour la neutraliser. À ce moment-là, il compense la vision double. Par contre, quand ça survient chez l'adulte, la correspondance rétinienne étant déjà normale, tout est entré dans le cerveau, la vision binoculaire est déjà normale. Obligatoirement l'adulte, quand il survient chez lui l'estrabisme, il verra double, et ça c'est un vrai problème qu'on doit traiter par la suite. Et enfin, vous l'imaginez bien, et les parents également, c'est le souci majeur des parents, c'est le préjudice esthétique. Quand les parents voient amener leur enfant, leur problème c'est ni la vision ni rien du tout. Leur problème, docteur, mon enfant est louche, ma fille est louche, ma lèche se rouge, donc il faut absolument me régler le problème de l'esthétique. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse, rien d'autre. Et alors là, on a de gros problèmes de communication avec les parents, parce que pour eux, bon, je vous ramène mon enfant, il est strabisme, vous l'opérez, vous mettez les yeux droits devant et c'est réglé. Voilà, on ne s'inquiète plus du reste. Je vous mets déjà une petite image, un très beau petit garçon ou une fille, je ne sais pas, pour vous dire que ça, c'est pas un strabisme, c'est un faux strabisme. J'ai beaucoup d'enfants dont les parents s'inquiètent, ils me disent voilà, je vais couler derrière, il est louche. Et ils nous ramènent avec cette image-là. Mais en réalité, ce n'est pas un strabisme. En réalité, ça s'appelle un faux strabisme. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement la base du nez qui est très large et il a une petite peau au niveau de l'angle interne qui fait que l'angle de l'œil est arrondi. Et quand l'enfant regarde sur le côté, l'œil est complètement caché. Ah là, l'enfant est louche. Eh bien non, il suffit juste de projeter une lumière sur les deux pupilles. Vous voyez que les deux reflets de la lumière sont au centre des pupilles. Ça veut dire que ce n'est pas un strabisme. Voilà un bel exemple de faux strabisme que les parents pensent toujours être un strabisme, en réalité ce n'est pas. Par contre, là, c'est un strabisme. C'est un strabisme, c'est ce qu'on appelle l'aspect. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que c'est un strabisme. C'est même l'un des strabismes les plus méchants. C'est l'aspect de syndrome de strabisme précoce, qui entraîne 70% des cas d'une amblyopie, une diminution de l'œil. Vous remarquez que la tête de l'enfant est inclinée vers l'œil qui fixe. Et c'est comme ça qu'il compense la vision double. C'est grâce à cette position vicieuse de la tête qu'il compense la vision double. Il voit la double parce qu'il penche la tête vers l'œil qui regarde. Voilà un bon exemple de strabisme qui guérit miraculeusement, et je pense à quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure dans la salle, c'est ce qu'on appelle un strabisme accommodatif. Regardez l'image en haut, l'œil est louche, et miraculeusement avec une paire de lunettes, et là vous voyez que les yeux sont droits devant. On a corrigé le strabisme grâce à une paire de lunettes, parce que dans ce cas-là, le strabisme est dû à un défaut de vision. Il voit très mal, il voit pas assez, donc il force ses yeux, et quand on force les yeux à ramener l'image, à zoomer sur l'image, et bien il se passe une chose, c'est que l'œil est déviant dedans, c'est ce qu'on appelle l'accommodation convergence, et l'œil bouge, parce que l'œil n'est pas assez fort pour tirer l'image. Voilà une guérison spontanée dans ces cas de lunettes. Ça, c'est, je disais tout à l'heure, c'est le strabisme quand il bouge vers la tente, c'est le strabisme divergent, qu'on voit beaucoup plus chez l'adulte que chez l'enfant. Alors, je vous ai donné quelques petites photos là pour. C'est dommage, on avait invité des opticiens, je voulais qu'ils voient ça, mais malheureusement, ils ne sont pas malheureusement au rendez-vous. Ça, voilà une mauvaise façon de corriger un enfant avec les lunettes. Ça, c'est un très mauvais plan de lunettes. C'est des lunettes qui sont très basses et qui amputent le champ visuel. Vous voyez que la barre supérieure de la paire de lunettes, elle bloque le champ visuel, et donc cet enfant, on ne l'enlève pas de cette façon-là. On ne l'enlève pas très l'amblyopie. Par contre, là, voilà une belle façon de porter une paire de lunettes avec une lunette qui monte très haut et qui dégage complètement le champ visuel, et c'est comme ça que l'œil peut bien voir et peut bien être stimulé, et avec ça on peut lutter de façon efficace contre l'amblyopie.
Parlons du dépistage du strabisme. Eh bien, le strabisme, comme on disait tout à l'heure, il n'a aucun intérêt s'il n'était pas accompagné avec une amblyopie. Parce que quand on a un grand strabisme avec un œil qui bouge complètement devant, s'il n'est pas, il est tout de suite remarqué par l'entourage et donc le dépistage est inutile. À l'inverse, si c'est un microstrabisme et qu'il n'est pas accompagné également d'amblyopie, vu qu'il n'y a pas de dommage esthétique et de dommage fonctionnel, ça ne sert à rien également de le dépister. Au final, le dépistage de l'amblyopie et du strabisme est étroitement lié au dépistage de l'amblyopie. Et c'est pour ça que je parlais de couple. Si on dépiste le strabisme sans amblyopie, ça ne sert absolument à rien. Et justement, nous y sommes à parler de cette amblyopie. Il faut savoir qu'on distingue deux types d'amblyopie. L'amblyopie quand c'est la fonction et l'amblyopie quand c'est organique. L'amblyopie fonctionnelle elle est due au strabisme. Au strabisme, il n'y a pas d'anomalie de l'œil. Quand vous regardez l'œil, vous l'examinez, il n'y a absolument aucune anomalie. L'œil est parfaitement en bonne santé, mais l'œil ne voit pas assez comme le deuxième œil. Et bien, dans ce cas-là, il y a trois causes de cette amblyopie fonctionnelle. C'est soit, comme je disais tout à l'heure, une différence de vision entre les deux yeux, soit c'est un strabisme, soit il y a un obstacle devant l'œil qui ne permet pas à l'œil de percevoir l'image, ce qu'on appelle la privation visuelle. Alors, comment l'œil devient-il amblyopie? Dans le cas où il y a une différence de vision entre les deux yeux, eh bien, l'amblyopie est induite par le flou d'une image par rapport à l'autre. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit pour que le cerveau perçoive et analyse et fasse une seule image de deux objets faits par les deux yeux, il faut que les deux images soient de même qualité. Par contre, si on a une qui est de moindre qualité, eh bien, le flou d'une image fait que l'œil de cet œil-là, il va voir flou, il ne va pas bien voir, et ça s'appelle une amblyopie par flou d'une image. Dans le cas du strabisme, eh bien, l'amblyopie, pourquoi on a une amblyopie? C'est pour simplement compenser la vision double. C'est pour éviter la vision double que l'œil faiblit. Et enfin, quand il y a une privation, je disais, elle est causée par une absence d'image, parce qu'il y a un obstacle devant l'œil, l'image n'est pas transmise. Et enfin, la deuxième partie de l'amblyopie, c'est l'amblyopie organique. Là, c'est par contre une maladie de l'œil. Soit c'est une tache sur la cornée, soit c'est une cataracte, soit c'est une maladie au niveau de la rétine, soit c'est une maladie au niveau du nérotique, et qui empêche d'avoir une bonne vision de cet œil-là. Et dans ce cas-là, on parle d'amblyopie organique. Il y a des degrés à l'amblyopie. On parle d'amblyopie entre les deux yeux, ce qu'on appelle une amblyopie interoculaire. À ce moment-là, soit c'est une amblyopie légère quand il y a une différence de vision d'une ligne de vision entre chaque œil. Si elle est entre 3 lignes à 4 lignes, ça devient une amblyopie moyenne. Et enfin, quand il y a 10 lignes de différence entre les deux yeux, on parle d'amblyopie profonde. Maintenant, on parle aussi d'amblyopie absolue au niveau d'un seul œil. On parle d'amblyopie quand la vision d'un œil est inférieure à 6 sur 10. C'est là qu'on parle d'amblyopie. Donc, elle est légère quand elle est autour de 6 dixièmes, elle est moyenne entre 2 et 3 dixièmes, et elle est profonde quand elle est inférieure à 1 dixième. Quand elle est inférieure à 1 dixième, l'œil est vraiment, l'enfant, c'est un borgne, en réalité, c'est un borgne, parce qu'il ne voit plus presque rien avec cet œil-là. Pourquoi un œil devient-il amblyopie? C'est ce que je disais, j'ai expliqué, on ne se met pas la peine de rappeler. L'amblyopie, c'est un mot latin, c'est un œil qui est une vue faible, qui est due à une asymétrie de l'image qui est perçue entre les deux yeux. Quand il y a une asymétrie en matière de qualité d'image, eh bien, l'œil faiblit, le cerveau ne le reconnaît pas, et le cerveau, il le neutralise. Il prend le cerveau pour une langue, il efface cet œil-là, il n'existe pas pour le cerveau. Et donc, tout le processus, c'est de stimuler cet œil-là avec des différentes méthodes. En réalité, ensemble, comme je disais tout à l'heure, le récepteur, c'est-à-dire l'œil, c'est une caméra qui fonctionne et les câbles qui transmettent l'image vers la centrale, ils sont défectueux. Le câblage dont on parle, il se produit pendant une période de croissance qui va de la naissance jusqu'à 6 ans maximum, certains disent 8 à 10 ans. C'est très très important de connaître ce délai-là, parce qu'au-delà de ce délai de 6 ans, le traitement de l'amblyopie n'a plus de succès. On ne peut pas réussir à récupérer la vision si on ne fait pas le traitement de l'amblyopie après l'âge de 6 ans. Et
parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, le cerveau est en pleine phase de maturation. Et si le cerveau est déjà mûr, on ne peut plus changer grand-chose, il est scellé et on ne peut plus changer grand-chose dans la maturation du cerveau. Quand on parle de dépistage d'une maladie quelconque, un strabisme ou une myopie ou autre chose, le dépistage d'une maladie répond à des critères. Les critères, c'est quoi? D'abord, il faut que l'affection soit suffisamment importante, il y ait une fréquence assez importante pour justifier un dépistage. Il faut que cette affection ait un impact sur la santé de l'individu et surtout sur la qualité de la vie. Il faudrait que le traitement de cette affection soit accessible, à moindre coût et efficace. Et enfin, il faudrait que les tests de dépistage soient simples, ils soient fiables, reproductifs et surtout également à un coût raisonnable. C'est à ce prix-là qu'on peut engager le dépistage d'une maladie quelconque. Bon, l'amblyopie, je l'ai dit, qu'on parle d'amblyopie quand la vision est inférieure à 6 sur 10. En réalité, l'amblyopie, c'est quoi? Nous, dans mon traitement, ou quand on juge un enfant, il faut qu'un enfant puisse lire un texte à une distance normale, à une vitesse normale, et avec des caractères normaux. S'il n'arrive pas à lire comme ça, ça veut dire qu'on parle déjà d'amblyopie. Il y a des facteurs qui entraînent l'amblyopie. Il y a des causes à l'amblyopie. Les principaux facteurs de l'amblyopie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les anomalies de vision. Quand l'enfant ne voit pas bien parce qu'il est myope, parce qu'il est permettant, parce qu'il est astigmate, et surtout quand il y a une grosse différence de vision entre un œil et un autre. Et ces facteurs-là de mauvaise vision, ils représentent quand même entre 8 et 12%. Et ils entraînent jusqu'à 60% d'amblyopie. C'est ce qui explique, d'ailleurs, qu'il y ait des amblyopies sans anomalie de vision. C'est-à-dire une fois qu'on corrige par exemple une hypermétropie, la vision elle peut remonter, à ce moment-là, ça n'entraîne pas les amblyopie. Le strabisme est étroitement lié à l'amblyopie et c'est l'une également des causes de l'amblyopie, puisqu'il a la même fréquence entre 3 et 7%. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a une privation, parce qu'il y a une tache sur l'œil, ou une maladie par rétine ou d'une autre. Et bien, comment évolue l'amblyopie? Eh bien, l'amblyopie, si on ne la traite pas, elle s'aggrave, bien sûr. Elle s'aggrave avec une altération sur la qualité de vie du point de vue psychologique et social chez l'enfant et qui deviendra un adulte. Il y aura un retentissement sur l'estime de soi, parce que c'est un enfant qui va être complexé avec ses amis, avec le regard de l'autre, des autres aussi. L'enfant sent qu'il n'est pas utile dans la société. Il y a quelque chose de très important, un enfant ou un adulte qui est amblyopie a toujours la crainte de perdre l'autre œil. Il y a une crainte de perdre l'autre œil. Et enfin, et surtout, il y a une limitation d'accès à certains métiers comme l'armée, la police, l'aviation, les pompiers, le transport de personnes, et certains métiers qui demandent une vision fine. Toutes ces professions-là, malheureusement, la personne, l'adulte de demain ne pourra pas les faire. C'est vraiment un bon problème. Pour cela, pour éviter tout cela, il faut traiter d'abord le strabisme. Le strabisme et le traitement du strabisme, il a plusieurs objectifs. Chez l'enfant, comme je disais tout à l'heure, la priorité c'est d'éviter l'apparition de l'amblyopie. C'est pour ça qu'il faut aller très très vite avant l'âge de 6 ans pour réaligner les deux yeux et éviter que l'œil qui est faible ne soit faible pour la vie. Parce qu'au-delà de 6 ans, c'est terminé, on ne peut plus récupérer la vision. Par contre, chez l'adulte, en général, le strabisme, il n'apparaît pas dans le jeune chez l'adulte, il vient parce qu'il y a une paralysie d'un muscle, parce qu'il y a une maladie de la thyroïde, parce qu'il y a un accident, parce qu'il a été opéré d'un décollement de rétine ou d'une cataracte, et à ce moment-là, l'œil est souvent en divergence. Dans ce cas-là, l'amblyopie n'est pas très présente parce qu'il a déjà acquis la vision. C'est beaucoup plus la vision double qu'on va traiter chez l'adulte. Et en l'absence s'il n'y a pas de diplôme chez l'adulte, le problème il sera d'ordre esthétique, donc il faudra opérer ce monsieur-là pour éviter pour amener une certaine esthétique. Et donc, je parlais donc du traitement du strabisme. Il est à la fois médical et chirurgical. Médical, c'est quoi? C'est faire porter les lunettes dans le cadre d'une mauvaise vision. Il faut corriger au maximum la vision. Ensuite, il faut traiter cette amblyopie. C'est le traitement de l'amblyopie, il n'est pas très compliqué. Il faut, à partir du moment où il y a un œil qui ne va pas très bien,
La seule façon de traiter l'amblyopie, c'est de cacher le bon œil, de le cacher avec un pansement sur l'œil, et de manière à stimuler le mauvais œil, donner l'occasion au mauvais œil de transmettre l'image au cerveau pour que le cerveau sorte de procédure-là, sorte de l'oubli. Parce qu'en réalité, c'est un œil qui est oublié dans le cerveau. Il faut le remettre en avant et permettre au cerveau de le reconnaître. C'est ça le traitement de l'amblyopie. Ensuite, il faut savoir que le traitement de l'amblyopie, c'est un traitement de très longue durée. C'est pas un traitement d'une année, 2 ans, c'est un traitement de toute une vie. Et je vous parenthèse pour dire que le strabisme est une maladie de toute la vie. Même si on guérit, on ne guérit pas totalement du strabisme. Et il faut savoir que le strabisme est une maladie de toute la vie et qu'on doit absolument être suivi toute la vie. Et j'ai peur de dire une chose qui va choquer, mais le strabisme est une maladie inguérissable en réalité. À côté donc du traitement de l'amblyopie, il y a le traitement de la dysplopie chez l'adulte, je viens d'en parler. Et enfin, à côté des traitements médicaux, il y a les traitements chirurgicaux. Quels sont les objectifs du traitement chirurgical? Premièrement, quand on traite un enfant de strabisme, on essaie de lui restituer la vision en 3 dimensions. Même si on ne la restitue pas totalement, et c'est impossible de la restituer totalement, on restitue tout au moins une certaine vision en 3 dimensions dont l'enfant a besoin dans sa vie de tous les jours quand il sera un adulte. Ensuite, on supprime également avec la chirurgie, on supprime la fatigue des yeux, le fait de trop accommoder les maux de tête, surtout dans les cas de strabisme quand il n'est pas constant, quand c'est un strabisme qui vient et qui passe, c'est ce qu'on appelle le strabisme intermittent. Et enfin, bien évidemment, vous le comprenez bien, la chirurgie a un but esthétique, rétablir l'esthétique de cet enfant qui deviendra un adulte, surtout soit un jeune homme ou une jeune femme. Et bien, voilà un petit peu, j'ai donné cette petite image pour montrer que dans les pays développés, voilà les pansements qu'on utilise pour cacher l'œil et qui permettent à l'enfant d'accepter facilement ce pansement, contrairement au pansement qu'on utilise chez nous. C'est un pansement blanc avec un mauvais regard des enfants et des moqueries de l'entourage. Alors que si les fabricants de pansements s'amusaient à faire des choses comme ça aussi mignonnes, je crois que l'enfant accepterait plus volontiers de mettre un pansement sur son œil et il va adhérer donc au traitement de l'amblyopie. J'ouvre une parenthèse enfin pour dire que le traitement de l'amblyopie est très long et le plus souvent, quand il y a un échec de ce traitement, ce n'est pas à cause de l'enfant, mais c'est beaucoup plus à cause des parents qui sont toujours pressés et qui ne voient pas venir le résultat et où ils abandonnent et ils laissent leur enfant à son sort et c'est des enfants qui donc deviennent amblyopes quand ils sont adultes. Donc, sensibiliser beaucoup plus les parents des enfants que le traitement est long et qu'ils doivent absolument adhérer à ce traitement, même s'il est long et pénible. Je donnerai quelques conseils aux enfants strabistes, mais en fait, c'est des conseils qui sont valables pour tout le monde. Pour nous autres qui utilisons les ordinateurs, les téléphones portables et tout ça, c'est des conseils complémentaires. Il faut limiter la durée du temps de travail et de loisir sur les écrans et en visant de près. Il faut fractionner et varier les tâches qu'on fait. Il faut respecter les temps de pause avec environ 5 minutes de pause à chaque heure de travail. Il faudrait solliciter régulièrement la vision de loin. D'ailleurs, moi je conseille aux parents d'emmener leurs enfants une fois par semaine dans des endroits où la vision peut aller très loin, dans la forêt, où il n'y a pas d'obstacles, d'immeubles, tout ça, pour permettre à la vision de loin de se développer. Parce qu'on est trop concentré sur les visions de près et les immeubles, il y a beaucoup d'obstacles devant notre vision, ce qui fait que notre vision est toujours sollicitée de près, et c'est ça qui fatigue l'accommodation et qui peut accentuer donc les effets néfastes tels que les maux de tête et tout ça. Bon, après ça, il faut améliorer la qualité de l'impression des travaux qu'on fait avec nous, des documents de travail qu'on utilise. Sur l'écran, il faut savoir trouver les bons réglages en contraste, en luminosité et en taille de façon à avoir une vision confortable. Enfin, quelque chose que je donne comme conseil à nous autres qui utilisons beaucoup les écrans, il faut apprendre à cligner les yeux, parce que quand on regarde trop l'écran en écartant les yeux, on oublie de cligner et ça entraîne une sécheresse oculaire par évaporation de larmes. C'est pour cette raison qu'on demande toujours aux gens d'arrêter au bout d'une heure de travail pour cligner les yeux et simuler une sécrétion
de larmes pour humidifier les yeux et également pour éviter cette hyperévaporation de larmes. Et pour finir, le strabisme amblyopie, comme je viens de le dire, est un problème social. Il touche entre 1,5 million à 2,5 millions de personnes dans notre pays. C'est donc bel et bien un problème de santé publique qu'il faut prendre en charge. Comment le prendre en charge? Il faut sensibiliser les personnels de santé, que ce soit les médecins généralistes, les pédiatres, les infirmières qui s'occupent des PMI, les opticiens, et en diffusant dans les médias des spots de publicité. Et moi, je suis pour. J'ai fait un appel et j'aimerais que vous reliez cet appel-là pour qu'on crée une journée nationale de lutte contre l'amblyopie au même titre que la journée nationale pour le diabète. Parce qu'en réalité, si on parle de 4 millions de diabétiques en Algérie, même si c'est sous-estimé, 2,5 millions de strabisme et d'amblyopie, je pense que c'est un chiffre qui mérite tout de même qu'on crée une journée donc, de lutte contre l'amblyopie et qui va nous permettre de sensibiliser la population et les médecins et les professionnels de santé sur cette grave pathologie qui fait quand même 3 millions de morts en Algérie et c'est maléfique. Je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas été très lent. C'était un exposé à l'œil, donc c'était un exposé à l'œil, donc on a profité. Ouais. Est-ce que c'était accessible du point de vue de la communication? Oui. J'ai pas été trop technique, non? Donc, merci, Dr Messadi, pour cet exposé. Moi, je voudrais revenir, vous avez dit tout à l'heure qu'au-delà de 6 ans, on ne peut rien faire pour l'enfant en strabisme. Vous parlez du traitement par des lunettes ou par la chirurgie au-delà de 6 ans? En réalité, quand je parlais de 6 ans, c'était du traitement de longue que je parlais. Parce qu'en réalité, le sujet clé de notre discours, c'est de dépister et de traiter l'amblyopie, c'est-à-dire la faiblesse de vision d'un œil par rapport à l'autre. Parce que la chirurgie, vous me posez en fait une question et je réponds de façon claire à ça. En fait, la chirurgie, puisque c'est peut-être de cela que vous parlez et vous sous-entendez la chirurgie peut se faire à n'importe quel âge. Elle peut se faire chez le tout petit enfant, pas avant 3 ans quand même. Elle peut se faire entre 3 ans et 6 ans, mais elle peut se faire également chez l'adulte. Il n'y a pas d'âge pour opérer un strabisme. Mais... on peut corriger les 2 yeux, mais c'est possible que l'œil ne travaille plus, il est toujours paresseux. Excellente question. Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je dirais quoi? Je dirais qu'on ne peut pas opérer un strabisme tant que la vision des 2 yeux n'est pas identique. La priorité, c'est de restituer une vision égale aux 2 yeux. Si on ne restitue pas la vision égale des 2 yeux, le traitement par la chirurgie n'a aucune efficacité parce qu'il va récidiver l'enfant. Donc on peut l'avoir à l'âge adulte, le strabisme peut revenir? Absolument. On a des strabismes de l'adulte qui sont dus soit par une sous-correction pendant l'enfance, soit parce que l'amblyopie est réapparue parce qu'on n'a pas entretenu ou alors bien entretenu le traitement de l'amblyopie. Comme je disais tout à l'heure, le traitement de l'amblyopie est un traitement de longue durée. Donc, pour revenir toujours au strabisme, on est strabique? On est strabique pour certains enfants. C'est le syndrome de strabisme précoce qui apparaît entre 6 et 18 mois. En général, à la naissance, il n'y a pas oui, en général. On peut le voir à la naissance? On peut l'avoir à la naissance quand c'est des enfants comme ça, comme l'image que j'ai. On l'a à la naissance. Il faut être prudent. Il faut être prudent quand même. C'est que chez le tout petit enfant, avant l'âge de 8 mois, les yeux ils vont un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a une incoordination des mouvements oculaires. Donc il ne faut pas vraiment étiqueter un enfant de strabique tant qu'il n'a pas l'âge de 8 mois. Bon, bien évidemment, il y a des cas qui sont parlants, c'est-à-dire que l'œil est complètement accroché au nez, et là, à la naissance, on peut dire que c'est un strabique. Mais certains cas limites, je pense qu'il faut attendre tout de même l'âge de 8 mois avant de dire que oui, c'est un strabisme. Est-ce que nos médecins sont conscients de la gravité de cette maladie? Est-ce qu'ils sont investis dans la sensibilisation, du moins auprès des parents? Est-ce que l'éducation nationale n'intervient pas dans le dépistage?
Ben justement, c'est pour ça que j'ai fait, c'est pour cette raison que je voulais que vous relayiez un petit peu cet appel que j'ai fait pour sensibiliser l'opinion publique et puis les professionnels de santé pour le dépistage de cette pathologie qui est donc beaucoup plus l'amblyopie, l'amblyopie que le strabisme, parce que le strabisme est évident, donc on le reconnaît tout de suite. Et malheureusement, je considère que l'amblyopie n'est pas assez connue, et n'est pas assez vulgarisée dans l'opinion pour permettre une bonne prévention. Et je pense que c'est ça le but de notre intervention aujourd'hui. Pourquoi bien parce que d'abord peut-être que les professionnels de santé, bon, les ophtalmologistes connaissent bien évidemment, mais quand on est à peu près on n'est pas nombreux comme ophtalmologistes, je n'ai pas envie de dire un chiffre erroné, mais en réalité, l'enfant, avant d'arriver chez l'ophtalmologiste, il voit d'abord le néonatologue, il voit d'abord le pédiatre, il voit le médecin généraliste, il arrive chez l'ophtalmologiste, des fois, parfois, quand c'est déjà trop tard. Parce qu'une mauvaise vision n'est pas facilement décelable, vous savez. Moi, je vois des enfants à l'âge de 12 ans qui sont adressés par l'hygiène scolaire. Il faut savoir que l'hygiène scolaire, elle commence les visites périodiques après l'âge de 6 ans, c'est-à-dire que l'enfant est déjà rentré à l'école. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard pour lutter contre l'amblyopie. Il aurait été intéressant d'assimiler ou de rajouter le dépistage de l'amblyopie dans le carnet vaccinal. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où on lui fait l'injection de rappel de son vaccin à l'âge de 18 mois, je crois maintenant, à ce moment-là, il y a des tests simples, montrer des images, montrer des images à l'enfant, et même parfois faire un geste très très simple, cacher un œil puis un autre. Quand vous voyez par exemple, quand vous cachez un œil de l'enfant et que l'enfant se débat, ça veut dire que vous avez caché le bon œil et que l'autre œil ne voit pas. Quand il se débat pour enlever votre main, ça veut dire que l'autre œil ne voit pas bien. Et ça, c'est un test très très simple pour dépister une amblyopie chez tout petit. Bon, après, il y a des images qu'on peut montrer chez le tout petit, une voiture, un éléphant, une fleur, voilà. On peut dépister une amblyopie chez un enfant très très jeune. Et c'est ça l'appel que je fais justement. Donc l'appareil de l'œil, elle apparaît dès le jeune âge. Absolument, absolument. Elle apparaît. Elle ne se manifeste pas tardivement. Absolument pas. Justement, elle apparaît pendant la période de maturation du cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut la dépister très tôt, la traiter très tôt, tant que le cerveau est encore malléable et plastique, pour que ce cerveau-là, on puisse lui impulser une autre façon de voir et pour qu'il relâche et qu'il donne encore une place à cet œil qui ne voit pas bien. Pour qu'il redonne une place, parce que cet œil-là qui ne voit pas bien, il est un peu gommé ou alors oublié dans le cerveau, il faut lui redonner sa place dans le cerveau et c'est ça le but du traitement de l'amblyopie. Et c'est possible qu'il reprenne son activité? Absolument. Dans 90% des cas, on obtient une guérison de l'amblyopie et une vision identique au niveau des deux yeux, pour peu qu'on s'y prenne tôt et qu'on prenne un traitement et qu'on prenne donc du temps à entretenir le traitement de l'amblyopie. Parce que le traitement de l'amblyopie, ce n'est pas un traitement juste à la phase de début d'attaque qu'on appelle, mais il y a un entretien qui va sur des années et c'est ça justement tous les défis qu'on se met, nous ophtalmologistes. Donc il est possible de rattraper ce défaut chez l'enfant, mais pas chez l'adulte. Ah oui, malheureusement, quand l'enfant est déjà adulte, malheureusement, l'amblyopie elle est ancrée, on peut plus malheureusement lui faire récupérer. Ni chirurgie, ni rien du tout. Non, la chirurgie, elle règle un problème d'ordre esthétique. Mais du point de vue de la fonction, de la vision, malheureusement, c'est le traitement de l'amblyopie et ça doit se faire dans le jeune âge. C'est très très important d'insister que le traitement de l'amblyopie se fait dans le jeune âge, avant l'âge de 6 ans. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir, puisque vous parlez de l'esthétique, d'un œil qui ne fonctionne pas et de l'autre qu'on peut vivre avec? Absolument, il y a 3% de la population qui sont comme ça. 3 à 5% de la population sont des bornés. Ils sont tout simplement des bornes et avec tous les impacts que ça peut entraîner sur le plan psychologique, social et professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des enfants, ce sont des adultes qui malheureusement ne peuvent pas travailler, que ce soit dans l'aviation, ils ne peuvent pas avoir une carrière militaire, une carrière dans la police, dans les pompiers, ils ne peuvent pas faire du transport de personnes, ils ne peuvent pas faire certains métiers où la vision
en 3D est nécessaire. Et c'est quand même important. Merci, docteur Messadi. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos amis journalistes, parce que dans votre exposé, vous avez fait le tour de la question. Donc, vous ne laissez pas un grand champ d'action. Un grand champ d'action, voilà. Il y a toujours des questions. تفضلي زميلتنا من النهار. Donc on est avec l'amblyopie, on ne peut pas avoir l'amblyopie à un Non, non, on ne naît pas avec l'amblyopie. L'amblyopie, elle apparaît parce qu'on a des problèmes, et en particulier, comme je disais, les facteurs qui sont source d'amblyopie, c'est quand on a une mauvaise vision. Si par exemple, il y a un enfant qui a une myopie ou une hypermétropie, et surtout quand il y a une différence importante de vision entre un œil et un autre. Par exemple, je vous donne un exemple, une hypermétropie de plus 2 sur un œil et plus 7 sur l'autre œil, vous êtes quasiment sûr que cet enfant va développer une amblyopie parce qu'on appelle, je n'ai pas utilisé le mot technique, mais ça s'appelle une anisométropie. C'est une différence de vision entre les deux yeux. Et si nous ne traitons pas, si nous ne donnons pas la bonne correction à cet enfant-là dans le tout jeune âge, là on peut éviter l'amblyopie. Mais si on ne traite pas parce qu'on est passé à côté, on l'a négligé, on l'a sous-estimé, on ne l'a pas découverte, c'est là qu'apparaît l'amblyopie. Mais on ne naît pas amblyope, absolument pas. Est-ce que les filles et les garçons... C'est une bonne question, Sabrina. Est-ce que les filles et les garçons sont égaux devant le strabisme? Absolument, ils sont égaux, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de sexe, pardon. De ces différences de sexe. Hormis les facteurs héréditaires. Hormis les facteurs héréditaires. Garçons ou filles sont touchés au même point. Est-ce qu'un traumatisme peut causer un strabisme? Excellente question. Les strabismes de l'adulte ou de l'enfant peuvent être dus justement à un strabisme, et c'est un traumatisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, à cause de l'amblyopie organique. Parce que à ce moment-là, quand il y a un traumatisme au niveau de l'œil, eh bien, il y a une tache sur l'œil, ou il y a une cataracte de l'œil, et cette cataracte ou cette tache de l'œil va entraîner une privation de l'image, et donc une image qui se transmet mal ou qui n'existe même pas, qui n'est pas perçue par le cerveau, et à ce moment-là, l'œil non seulement devient amblyope, mais il va dévier également, il va dévier le plus souvent vers l'extérieur. C'est des strabismes divergents, ça survient aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et un porte-fièvre, nos grands-mères parlaient de ça. Oui, en fait j'attendais cette question. C'est vrai que beaucoup de parents ramènent leurs enfants en me disant oui docteur, voilà, c'est au décours d'une forte fièvre que mon enfant a louché. C'est des facteurs peut-être favorisants. N'oubliez pas que j'avais parlé tout à l'heure de problèmes neurologiques autour de la naissance. Donc on peut peut-être considérer que ce sont des facteurs neurologiques, parce qu'en réalité l'œil n'est qu'un récepteur. Mais la centrale qui analyse et qui voit, c'est le cerveau. Le récepteur perçoit une image, il la transmet par un câblage, il l'envoie vers le cerveau, qui est la centrale informatique qui va analyser cette image et qui va la percevoir. Donc en réalité, la vue, c'est le cerveau qui voit, c'est pas l'œil. C'est aussi simple que ça. Donc si vous me parlez de fièvre ou de convulsions, tout ça, s'il y a des dommages au niveau neurologique, on peut éventuellement avoir un strabisme à cause de cela. Oui. Justement, vous parlez de problèmes neurologiques. La dernière fois, j'avais reçu l'association des diabétiques, il y avait le docteur Nadir. Elle avait parlé de la femme diabétique qui lors de l'accouchement, l'enfant peut, en hypoglycémie, le risque, c'est le cerveau est touché. On peut Absolument, le cerveau peut être touché à cause d'une hypoglycémie. L'hypoglycémie, qui dit hypoglycémie, dit hypooxygénation. C'est un manque, c'est le sang qui ramène l'oxygène aux organes vitaux. Ça peut entraîner un strabisme? Ça ne peut pas entraîner un strabisme, mais ça entraîne, de toute façon, ça peut entraîner des dommages au niveau du cerveau à cause de cette ischémie-là, de cette hypooxygénation. Et entre autres, ça peut atteindre, si ça atteint l'aire visuelle du cerveau, ça peut entraîner des dommages au niveau des yeux, oui, effectivement. Je voulais vous dire, docteur Messadi, ces dernières années, on parle beaucoup de strabisme chez l'enfant et on voit les enfants porter des lunettes. Est-ce que les parents sont plus investis dans le traitement de cette maladie? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus par l'aspect esthétique?
Oui, le strabisme, en réalité, il procure... Parce qu'il y a l'école primaire juste à côté. Les parents sont beaucoup plus, malheureusement, préoccupés par l'aspect esthétique de la chose que par l'aspect fonctionnel. Bon, évidemment, ils ne connaissent pas aussi les conséquences. C'est par ignorance. Les parents ne peuvent pas savoir qu'un œil qui est strabique va irrémédiablement aller dans 60% des cas, on va dire, à 70% des cas, va aller vers l'amblyopie. Ils ne le savent pas. Donc pour eux, je vous dis, ils viennent et ils nous disent, voilà, mon enfant est louche, voilà, on aimerait régler le problème esthétique. Donc c'est beaucoup plus cet aspect esthétique qui motive les parents à consulter que l'aspect... C'est toujours ça. C'est toujours ça. À quelque chose, malheur est bon, dira-t-on. Voilà. Merci, Dr. Messadi. مش عارفة كاين أسئلة؟ Oui, تفضلي. Parce que cette utilisation Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que l'utilisation, c'est pour ça que j'en ai parlé dans les conseils, c'est l'utilisation excessive des smartphones, des écrans et tout ça. Il est dit que ça influence l'accommodation de l'enfant. L'accommodation, c'est quoi? L'accommodation, c'est le fait de passer de la vision de loin, où les muscles des yeux sont totalement et doivent normalement être totalement relâchés, vers la vision de près en faisant un zoom sur la vision de près et en contractant les muscles. Il y a une contraction des muscles pour faire le zoom sur la vision de près. Et quand on parle de ce zoom-là, ce qu'on appelle l'accommodation, c'est couplé, cette accommodation, elle est couplée avec un autre réflexe qu'on appelle la convergence. L'accommodation, c'est zoomer, entraîne également la convergence des yeux vers l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle le réflexe accommodation-convergence. Et c'est le fait de zoomer, de converger vers l'intérieur. S'il le fait trop, et surtout s'il a un problème de vision qu'on appelle l'hypermétropie qui n'est pas corrigée, à ce moment-là, l'enfant peut décompenser et on va se retrouver devant ce que j'ai montré tout à l'heure à l'image, c'est le strabisme accommodatif. Et cela, le strabisme accommodatif, c'est dû au fait que l'enfant, il est hypermétrope, il n'est pas très bien corrigé, il fait trop d'efforts de près, et c'est pour ça que l'enfant louche. Et ces enfants-là, il faut leur donner une paire de lunettes au plus vite, donner une correction optimale pour les soulager leur accommodation, et vous verrez que les yeux redeviennent droits. C'est vrai qu'effectivement, l'utilisation excessive, surtout dans les cas où il y a un problème d'accommodation, peut entraîner un strabisme accommodatif. On ne presque pas, c'est-à-dire des journées d'études sur ça, ou la sensibilisation des parents, parce qu'il y a des parents, parlons pas d'Alger, il y a des grandes villes, ailleurs dans la campagne, des villages, des parents refusent catégoriquement que leurs enfants portent des lunettes. Oui, c'est pour ça que c'est dépisté par les médecins scolaires et tout. Les parents convoqués refusent catégoriquement que leurs enfants portent. Absolument. Après, dans le pays profond, il y a encore, malheureusement, encore le complexe du port de lunettes quand il s'agit surtout d'une petite fillette et même du garçon. Complexe, c'est aussi dépense. Et c'est également parfois un problème économique, socio-économique. Et c'est ça le but justement de vous réunir. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais c'est bien de relayer ces informations-là parce qu'en réalité, s'il y a un mot à dire, s'il y a un mot à relayer, c'est le dépistage précoce de l'amblyopie. C'est fondamental à dire, c'est dépister très tôt les problèmes de vision, parce que les problèmes de vision, je l'ai dit tout à l'heure, ils représentent 8 à 12% des causes de l'amblyopie. Donc si on fait porter une lunette précocement à l'enfant, eh bien on le protège de l'amblyopie. Et c'est important de protéger l'enfant de l'amblyopie. Et plus tôt on traite l'amblyopie, plus tôt elle guérit, parce qu'au-delà d'un certain âge, malheureusement, même si on fait tout ce qu'on fait, malheureusement l'amblyopie, elle reste ancrée, elle est irrécupérable. La vision est irrécupérable. Il faut souligner que la paire de lunettes doit répondre aussi à des normes. Elle doit répondre à des normes. J'ai volontairement
envoyé des images tout à l'heure où je disais que la lunette également doit être bien portée. Il ne faut pas que la lunette soit portée trop basse avec la barre supérieure de la lunette qui gêne le champ visuel, mais il faut que chez l'enfant que la lunette soit arrondie et qu'elle dégage le champ visuel, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et c'est comme ça qu'on peut avoir une bonne stimulation, que le récepteur qui est l'œil va recevoir une belle image et qui va transmettre dans de bonnes conditions cette image par les câbles qui la relient au cerveau, et que l'image va bien être synthétisée par le cerveau, et donc l'œil va être bien considéré et non oublié, comme je le disais dans le... Est-ce que le médecin explique justement aux parents qu'il faut opter pour ce genre de lunettes? En tout cas, il doit l'expliquer. En tout cas, il doit l'expliquer. C'est fondamental. Et là, le rôle de l'opticien est majeur dans le choix de la lunette. Il ne faut pas céder aux caprices de l'enfant. Aux caprices de l'enfant qui veut, moi je veux une lunette look, c'est des petites lunettes là qui tombent. Moi je refuse catégoriquement. Au premier contrôle, quand un parent me ramène son enfant, je vois la lunette, je lui dis ces lunettes, je ne veux plus la voir, c'est terminé. Il faut vous revenir la prochaine fois avec une autre paire de lunettes, et j'inverse sa paire de lunettes et je la lui fais porter dans l'autre sens. Je lui dis regardez comment est-ce que le champ visuel est dégagé avec un pan de lunettes. Le pan doit être bas. Ça s'appelle des lunettes à pan bas et qui dégagent bien le champ visuel. C'est très très important. Ils sont disponibles dans la journée? Oui, bien sûr. Il suffit juste de faire le bon choix. Et l'opticien doit aider dans ce choix. Votre question? C'était juste par rapport aux opticiens parce que... Ah oui, c'est dommage, on a relié cette information-là parce que je pensais qu'ils allaient être là, mais malheureusement, apparemment, ça n'a pas... C'est des vendeurs, pas des opticiens, parce qu'ils n'ont pas aucune formation. Malheureusement, force est de constater que peut-être on se retrouve dans cette configuration-là. Docteur Messadi, vous plaidez pour l'instauration d'une journée nationale de lutte contre l'amblyopie, oui. Vous avez une date? Une journée spéciale? Une journée spéciale, moi je peux vous suggérer une date, oui, effectivement. Eh bien... S'il vous plaît. La proposition, elle est spontanée. Je viens d'improviser cette date-là, puisque vous me posez la question. Moi, et si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'on est ensemble et on peut se consulter, moi je suggérerais que cette date-là coïncide avec le premier jour de la rentrée scolaire. C'est une excellente date parce que c'est ce jour-là que les parents mènent leurs enfants à l'école pour la première fois, et c'est une date où peut-être que le premier cours à l'école, la maîtresse doit parler de ça, et ça serait une très bonne idée. Mais vous avez dit à 6 ans c'est trop tard, donc il faudrait plus dans les maternelles. On parle de la journée de l'amblyopie, non pas de dépistage, mais c'est pas simplement aux enfants qui sont là à l'école, mais c'est une date qu'il faut retenir comme étant une journée de l'amblyopie. Bien évidemment, à 6 ans, c'est déjà trop tard. Je suis d'accord avec vous. Donc, merci de le rappeler. Donc, il est primordial que les médecins aillent dans les maternelles, justement, pour les dépistages. Absolument. Pour la santé scolaire. Absolument. Il faudrait qu'il y ait un élargissement du champ d'action. Oui, je pense qu'il faut élargir ça et mettre ça dans le carnet de l'enfant. Du moins dans le préscolaire, parce qu'ils sont dans l'établissement scolaire. Voilà, dans le préscolaire, à 4 ans, 5 ans. Il y en a des enfants qui vont déjà à la crèche ou qui vont dans les maternelles à l'âge de 4 ans. Ça serait une excellente idée. Ce n'est pas trop tard à ce moment-là. On peut encore remédier. D'autres questions, s'il vous plaît? Nakash. Donc, je vous laisse le message de la fin, monsieur le docteur Messadi. Le message de la fin, d'abord je remercie l'assistance, c'est des gens courageux et surtout des gens avertis qui sont venus. Je reconnais des visages que je connais déjà et qui sont toujours là quand on parle de médecine, et je suis très content de les voir, et dire que, je répète encore une fois, que le strabisme, par sa complication majeure, l'amblyopie, entraîne quand même 1,5 million à 2,5 millions de malvoyants. Ne mâchons pas les mots, ce sont des malvoyants, ce sont des borgnes de demain qui vont avoir des répercussions sociales et professionnelles, et nous avons le droit, nous en tant que techniciens, en tant que professionnels de santé, de faire non pas du traitement curatif mais du traitement préventif,
Et comme dirait l'autre, le meilleur traitement, c'est la prévention. Le meilleur traitement d'une affection, c'est la prévention. Et il faut qu'on s'aide tous, les médias, les professionnels de santé, pour qu'on fasse de la prévention dans toutes les pathologies, pas seulement dans l'amblyopie, mais dans toutes les pathologies. Je vous remercie. Merci, Dr. Messazi. Merci. Merci.